Donc, c'est ça, Corinne a fait déjà une bonne présentation là, de notre de début d'activité. L'intérêt de présenter, en fait, notre premier atelier conférence, c'est pour vraiment reconnaître la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique de la capitale nationale. Donc, vous êtes des intervenants qui sont sur le territoire de la capitale nationale. Puis, on voulait voir un peu si vous connaissiez bien votre région aussi et sa diversité, justement. Donc, certains d'entre vous vont peut-être avoir une longueur d'avance si vous avez écouté la capsule qui vous a été envoyée avec les liens au courant de la semaine, la capsule qui a été développée avec la Fondation Monique Fitzpatrick, justement, et Corinna Bory-Anadon. Donc, il y a peut-être des réponses que vous allez avoir déjà à l'avance, mais vous allez pouvoir participer donc à nos quiz, à nos sondages. Donc, Cassandra, si tu pouvais passer à la prochaine diapositive. Donc, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu justement les fiches, d'où ça part en fait? Avant de poser des questions, on veut voir d'où est-ce qu'on part. Avec grand plaisir. Merci de cette invitation d'ailleurs pour cette belle journée. En fait, nos fiches, on les appelle nos fiches, mais en fait, c'est tout un projet qu'on appelle des clés pour mieux comprendre la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique au milieu scolaire. Puis, les fiches présentent donc la situation dans les 17 régions administratives du Québec en s'attachant à différents aspects de cette diversité, d'abord dans la société ou dans le milieu, dans la région en question, donc dans le milieu en général, puis ensuite dans le milieu scolaire plus spécifiquement. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre, c'est ça notre objectif en tout cas, de mieux comprendre le contexte de diversité spécifique à chaque région. Donc, c'est vraiment dans une idée de dire toutes les régions du Québec ont une forme ou une autre de diversité. Puis pour mieux agir dans ces milieux, il faut mieux comprendre les spécificités de chacune des régions dans lesquelles on travaille. Je pense que c'est pas mal suffisant. Je préciserai donc qu'on a fait ces fiches. Donc, vous avez vu, j'imagine, la capsule avec Corinna Bory-Anadon, ma collègue. C'est un projet qu'on a fait dans le cadre de notre laboratoire de recherche, le LEDIR. Et donc, on peut explorer différents éléments. Donc, la capsule que Corinna a préparée d'ailleurs avec la Fondation permet déjà d'avoir une idée générale de tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Puis nous, aujourd'hui, mais de façon générale aussi, les fiches sont disponibles et accessibles sur notre site Internet. Vous pouvez aller regarder. Puis nous, on est toujours disponible aussi de réfléchir avec vous sur tous ces éléments-là, comme on va un peu voir, vous donner un petit goût aujourd'hui. Super, mais merci beaucoup. Puis justement, là, on a mis les pages couverture là, des régions. C'est sûr que nous, on focus sur la capitale nationale, mais pour avoir aussi une vision globale, on les a aussi mis en comparaison avec d'autres régions administratives au Québec, donc qui sont la Naudière, le Centre du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Estrie. Donc, on va vous faire participer, en fait, justement, en répondant à nos sondages. Donc, on a 5 catégories de questions qu'on va vous poser, puis à partir des réponses que vous allez nous donner, puis en fonction des données qui ont été répertoriées là, dans les fiches dont Sylvain vient de nous parler, on va pouvoir élaborer un peu là, justement sur chacun de ces aspects-là. Donc, la première catégorie, en fait, c'est la catégorie histoire. Donc, Cassandra. Donc, dans la catégorie histoire, tu peux changer aussi la diapositive en même temps. On a les liens. Donc, on a 2 questions. Depuis quand le Québec accueille-t-il une diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique? Donc, pour raccourcir, vous allez souvent voir aussi écrit diversité ECRL sur son territoire. Donc, Cassandra a démarré le sondage en même temps, donc on vous invite à y répondre. Est-ce que c'est A au cours du régime français, B au cours du régime britannique, C dans les années 1840 avec la vague d'immigrants irlandais ou D autour de 1915 compte tenu de la Première Guerre mondiale? Puis, une fois que vous aurez répondu à cette question, à la question 2, à quand remontent les premières traces, archives ou artefacts d'une personne noire sur le territoire du Québec? Est-ce que c'est A au cours du régime français, B au cours du régime britannique, C autour de la Confédération, D entre les 2 guerres mondiales ou E après les conflits armés et les coups d'État en Haïti entre 1990 et 2004? On a des profs d'histoire dans la salle, on espère
Mais on vous laisse encore quelques petites minutes là, pour Secondes, y secondes, répondre. pas minutes. Oui, minute, ouais, peut-être pas. Seconde. On est à 63 de participation. Mettons qu'on est capable de monter à 70, 75, puis on va arrêter à ce moment-là. Là. Peut-être plus Au pire, 70. deviner, au pire, ce n'est pas les bonnes réponses, on ne va pas faire. Oui, c'est pas un test, il n'y a pas de réponse. Là. Il n'y a pas de points associés à ça. Vous allez avoir les enregistrements quand même. Donc, on est à 71 de participation. Je pense on va pouvoir arrêter le partage, le poll et partager les résultats. Donc, on a dans nos résultats, donc à la première question, 48 d'entre vous qui ont dit que la Québec accueille une diversité ethno-culturelle, religieuse et linguistique sur son territoire depuis le régime français. Quand même, quelques personnes, régime britannique, vague d'immigration irlandaise, quand même, qui est une des réponses aussi, qui est la deuxième réponse la plus populaire. Puis ensuite, un petit peu aussi après la Première Guerre mondiale. Voyons, Cassandra, pardon, est-ce que tu pourrais changer la diapositive pour nous montrer la réponse de cette première question? Sylvain, je te laisse y aller. Alors, moi, je vais commenter. Voilà. En fait, c'est intéressant parce que dans les réponses que vous avez données, bon, une grande partie a répondu la bonne réponse, dans le sens où, en fait, quand on réfléchit à la diversité, on associe souvent l'idée de la diversité à l'immigration. Puis là, on dit, OK, mais c'est à quel moment que les immigrants pouvaient commencer à venir? Puis c'est vrai à ce moment-là de dire régime britannique, et certains même vont aller plus loin. Mais quand on parle de la diversité, de façon générale, ethnoculturelle, religieuse, linguistique, sur le territoire qu'on nomme aujourd'hui le Canada, bien évidemment, il y avait déjà une très grande diversité sur ces territoires, puisqu'il y avait plusieurs peuples autochtones qui étaient là avant même que sont arrivés les colons français. Et donc, dans notre réflexion, quand on parle souvent, nous, de la diversité, on va parler à ce moment-là d'anciennes implantations. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va s'éloigner un peu de cette idée de l'immigration, puis on va revenir à de quoi est faite cette diversité-là. Puis même là, on ne va pas parler juste des Autochtones comme un groupe, mais les peuples autochtones. Au Québec, comme vous savez, il y en a 11 nations, donc déjà une belle diversité. Évidemment, à cela s'ajoutent les Français, mais même avec les Français, bien qu'il y a eu une interdiction d'immigration à tous ceux qui n'étaient pas catholiques, il y avait quand même une certaine diversité, puis c'est peut-être là qu'on peut aller aussi déjà à la prochaine réponse, puisqu'il y a déjà eu des personnes noires qui se sont présentées là pour diverses raisons, puisqu'il y avait des personnes qui ont essayé de se faufiler. Hein. Il y a eu des histoires sur des personnes qui n'étaient pas catholiques, puis qui sont venues quand même avec les Français. Effectivement. Puis, comme le mentionne Valérie dans le clavardage, effectivement, qui a mentionné qu'il aurait écrit bien avant, puisque les Autochtones étaient déjà présents, mais effectivement, c'était un petit peu une petite colle. C'était pour justement remettre en perspective ce que Sinan a mentionné. Donc, déjà, dès le départ, c'était un territoire qui était occupé par une diversité de peuples. Puis, par après, donc, le régime français est devenu une société d'accueil, effectivement. Si on passe à la prochaine, justement, la diapositive, Cassandra, Sylvain l'a un peu mentionné. Donc, à quand remontent les premières traces, archives ou artefacts d'une personne noire sur le territoire du Québec? Bien, effectivement, c'est dans le cadre du régime français, là, on a des archives qui remontent à 1713, notamment. Donc, merci. On peut arrêter donc le partage de cette première catégorie et aller à la deuxième catégorie, la catégorie diversité linguistique. Donc, Cassandra, on peut changer de diapositive. Merci. Donc, combien de langues maternelles, donc, qui sont parlées et encore comprises, ont été déclarées par les élèves de la capitale nationale? Et c'est la première question. Donc, soit 35, 12, 91 ou 108. Et à leur arrivée, la majorité des personnes immigrantes de la région de la capitale nationale parlaient le français. C'est un vrai ou faux? Donc, est-ce que c'était vrai ou faux? Encore une fois, on va tourner autour de 70-72 de participation. Donc, on se laisse encore un petit... oh mon Dieu, on est rendu déjà à 72 de participation. Donc,
Je pense qu'on est capable de monter On à 100. commence à oser davantage. Ouais, c'est ça, là. Oh, on est rendu à 80, mon Dieu, ça se dégêne, c'est excellent, ça. Donc, on va l'arrêter ici à 80. Ça va nous donner quand même une bonne idée. Donc, on a la réponse la plus. En fait, on a une égalité entre 91 et 35 langues. Pourtant, c'est 16 personnes d'entre vous qui ont répondu la bonne réponse. C'est 108 langues. Ouais. Là, en fait, c'est super intéressant ce qu'on voit comme répartition. En fait, c'est que ça nous montre tout simplement qu'on n'a vraiment aucune idée des nombres de langues qui sont parlées dans nos milieux. Je peux vous dire qu'en préparant les fiches, nous, on était plus qu'une fois étonnés de découvrir le nombre de langues parlées dans les différentes régions, dans les différents milieux scolaires aussi, évidemment, de ces régions. Ce qu'on voit, en fait, c'est que la diversité est beaucoup plus diversifiée que ce qu'on croit. Donc, il y a énormément, et on les connaît sociologiquement aussi au Québec, l'immigration s'est diversifiée énormément dans les 30 dernières années. Ce que ça fait, c'est d'avoir cette énorme diversité linguistique dans nos milieux. Ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que parfois on a tendance à sous-estimer, parfois on a tendance à surestimer les nombres, alors qu'ici, en fait, on voit que tout le monde on était juste dans la devinette un peu. La population ici présente s'est divisée effectivement de façon presque un tiers. Puis, si on passe à la prochaine diapositive, on a la comparaison avec les autres régions, justement. Exact. Et là, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que vous voyez, la capitale nationale, il y en a énormément par rapport aux autres régions. Ça s'approche un petit peu en Estrie. Vous allez voir tout au long de cette petite présentation que l'Estrie se ressemble beaucoup à la capitale nationale. Et si on se pose la question pourquoi, il y a quand même des similitudes. Ce sont des régions un petit peu éloignées quand même de la métropole, mais avec un grand centre urbain quand même, avec une grande université internationale où il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour y étudier. Donc, ça explique souvent, et aussi des pôles économiques, du coup. Donc, ça explique souvent une plus grande diversité dans ces régions-là. Mais même là, si je peux me permettre, si vous regardez à Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région vraiment éloignée, il y a 34 langues maternelles différentes qu'on va en fait identifier, documenter dans le milieu scolaire. Donc, c'est quand même important, cette diversité. Puis, je ne sais pas si Cassandra, on peut passer à l'autre. C'est ça, pour la question de vrai ou faux. Donc, en fait, on a posé la question aussi à leur arrivée, est-ce que la majorité des personnes immigrantes parlaient déjà le français? Puis, la réponse est vraie parce que, et vous le savez peut-être déjà, mais connaître le français, ça fait partie des bons points. Hein. Quand on veut venir immigrer, quand on veut immigrer au Québec, ou au Canada en général, on doit, comme immigrant économique, on doit répondre à des critères. Puis un des critères qui permettent de venir au Québec, c'est la connaissance de français. Ce n'est pas le seul critère, mais c'est un des critères, ce qui fait que on a quand même 70% des personnes qui ne sont pas forcément francophones, évidemment, mais c'est-à-dire pas forcément francophones comme langue maternelle, mais qui connaissent déjà le français en arrivant. Et donc, dites-vous aussi que souvent, quand vous entendez tous les chiffres qui passent dans les médias sur les personnes qui ne parlent pas encore français, bien, ça part de 30% de ceux qui ne parlaient pas le français avant. C'est tout que j'avais à dire. Super. Merci, Sylvain. Donc, c'était pour cette catégorie-là. Si on passe à la troisième catégorie, donc à la catégorie de l'appartenance ethnoculturelle et religieuse. Donc, quel est le pourcentage de la population de la capitale nationale qui représente les personnes issues de l'immigration? Donc, parmi la population totale de la capitale nationale, combien de pourcentages font partie de la personne issue de l'immigration? Donc, 1,5 2,6 7 ou 12. Ensuite, la deuxième question, quelle est l'appartenance religieuse qui est la plus souvent déclarée dans la région? Donc, l'islam, le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ou encore aucune appartenance religieuse. Et ensuite, parmi les personnes qui ont répondu, quels sont le pourcentage de personnes ayant indiqué appartenir à une minorité visible ou avoir déclaré une identité autochtone? Donc, on a 4,9 de minorité visible et 1,6 d'identité autochtone. 10,5
de minorité visible et 3,2 d'identité autochtone. C'est sûr que là, on y va avec beaucoup de pourcentages, mais disons que le premier, le B est pratiquement le double donc, du pourcentage. Donc, 15,7, 1,6 ou 4,9 et 3,2. Est-ce que tu permets à Élise que je fasse un commentaire, une réponse rapide pendant que les gens réfléchissent dans la question? Je vois une question sur les nombres des langues à Montréal. En fait, on a toutes les données pour tout le monde. Alors, je vous invite vraiment à aller voir les fiches. Mais donc, moi, je suis allée consulter notre fiche parce que je ne l'ai pas en tête. Et il y a 193 langues à Montréal. Différentes. On n'a pas les listes exactes pour tout. On a dans les fiches, parce que 193, vous comprenez, on les a dans nos données, mais dans les fiches qu'on présente, ce n'est pas l'ensemble de toutes ces listes, mais les langues les plus parlées. Mais on les a. Vous savez que quand les parents arrivent à l'école, ils doivent dire c'est quoi la langue parlée à la maison, puis c'est à partir de ces données-là, parce que les fiches sont construites à partir des données du ministère de l'Éducation qui nous a permis d'utiliser leur banque de données pour documenter toute cette diversité-là. Donc, c'est à partir de ces réponses-là. Mais vous pouvez aller tout consulter sur les fiches. Et là, du coup, tu as plein de réponses déjà. Ça ne veut pas dire d'aller tricher et d'aller les chercher déjà. Non, pas maintenant. Mais plus tard. Donc, on est déjà à presque 80 %, donc on peut arrêter le sondage, puis on va aller à la première réponse. Donc, le pourcentage de personnes de la population de la capitale nationale qui représente des personnes issues de l'immigration. Quasiment 50 % d'entre vous ont dit 12 %. Donc, on a 4 personnes qui sont allées avec la bonne réponse qui ont dit 2,6 %. Donc, c'est moins de 3 % de la population de la capitale nationale qui est issue de l'immigration. Et là, c'est vraiment intéressant. Hein? Ce qui est arrivé là, c'est que c'est classique, ne vous inquiétez pas. Ce qui est arrivé là, c'est qu'on a dit, ben, il y a beaucoup plus de diversité de ce qu'on pense, hein, parce que vous voyez, il y a 108 langues parlées dans les écoles. Puis là, on a tendance à surévaluer la diversité qu'on va avoir pour vrai. Mais dans la population générale de la capitale nationale s'étend quand même sur pas juste la ville de Québec, mais toute la région de la capitale nationale, on s'entend. Il y a seulement 2,6 %. Et là, je vous donne déjà un indice, vous allez voir qu'il y a moins de populations immigrantes, mais qu'elles se concentrent dans certains endroits. Donc là, on va voir la différence entre la distribution et la concentration, mais c'est une question plus loin. Je vous garde le suspense. On peut passer à la question de la religion, peut-être? Attends un petit peu. Dans le chat, on oui, demande, on avait... Oui. Est-ce qu'on parle des jeunes ou de la famille de première, de deuxième génération? C'est toute génération non. et toute… Personne immigrante, non, mais c'est un très bon point. Personne immigrante, effectivement, il y a une différence entre personnes immigrantes, comme moi, hein, des gens qui sont nés à l'étranger puis qui sont arrivés ici, et élèves issus d'immigration. Ça aussi explique effectivement la différence qu'on va voir parce qu'élèves issus d'immigration, ce sont mes enfants aussi, alors qu'ils sont nés au Québec, mais à des parents immigrants. Donc, voilà. Effectivement, il y a une différence. Merci. Donc, si on passe à la deuxième question, là, donc l'appartenance religieuse la plus souvent déclarée dans la capitale nationale, 67 % d'entre vous ont eu la bonne réponse, le catholicisme, effectivement. Donc, on tombe à 84 % quand même de la population de la capitale nationale qui se déclare encore de religion catholique. Et quand même 12 % aucune appartenance religieuse aussi à travers tout ça. Ouais. Donc, après ça, le petit 4 % qui reste, c'est un mélange de tout. De tout, exactement. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est vraiment intéressant aussi à le dire. Dans toutes les régions du Québec, sauf Montréal, la religion, l'appartenance religieuse la plus déclarée, c'est bien le catholicisme. Ça s'explique sociologiquement par différents éléments. C'est que les Québécois, en fait, dans le dans le recensement, la première question qu'on pose, c'est pas dans le recensement actuel, on va voir s'il y a eu une différence notable
dans le dernier recensement, mais jusqu'à cette année, on posait la question de la religion dans le recensement. On n'a pas dit « avez-vous une religion d'appartenance ?» Et là, on a posé la question « laquelle ?» Mais on a tout de suite dit « quelle est votre religion d'appartenance ?» Et la première réponse possible était le catholicisme. Et donc, imaginez les Québécois ou toute autre personne qui s'est dit ben, « j'ai grandi dans une certaine tradition, dans un certain contexte, donc même si je ne suis pas pratiquant, ben, je coche. » Et là, c'est intéressant parce que pendant des années, les sociologues ont dit ces données-là ne nous disent plus rien sur la vraie situation dans la société québécoise. Et donc, le recensement a été changé. Puis maintenant, on pose la question, avez-vous une appartenance religieuse? Si oui, laquelle? Donc, on va voir si ça change. Il reste que c'est vraiment intéressant de dire qu'il y a très peu de personnes, donc 12% qui se disent sans aucune appartenance religieuse, ce qui est similaire à ces données-là parmi la population immigrante. C'est-à-dire que si on prend juste la population immigrante, donc des personnes nées à l'extérieur du Canada, et on leur pose la même question, un peu plus, 14% de ces personnes-là vont se dire sans aucune appartenance religieuse. Donc, c'est une petite anecdote statistique. Excellent, merci Sylvane. Et pour la dernière question, donc, quels sont les pourcentages de personnes ayant indiqué, 1, appartenir à une minorité visible et 2, ayant déclaré une identité autochtone? Mais vous êtes, la majorité a répondu la deuxième réponse, donc 10% de minorités visibles, donc quasiment une personne sur 10 et 3,2 d'identité autochtone. Ceci dit, la réponse était la réponse A, donc on est à 4,9% de personnes se déclarant appartenir à une minorité visible et 1,6% à une identité autochtone. Donc, ça revient à peu près une personne sur 20 pour... Puis ça revient un peu à mon explication tout à l'heure. On a tendance à donc, quand on est là-dedans, puis tout à coup, on découvre toute la diversité, mais on a tendance un peu à surévaluer. Pas trop, vous n'êtes pas allé dans l'exagération, mais pas trop. Puis en même temps, c'est intéressant aussi à préciser que la question de la minorité visible et l'identité autochtone, en fait, l'identité autochtone, c'est selon les régions, évidemment, mais j'ajoute un point, il faut savoir aussi qu'identité autochtone, c'est une autodéclaration, c'est-à-dire qu'on se déclare et minorité visible aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir de façon... il n'y a pas d'autre indice sauf l'autodéclaration de la personne si elle se déclare ainsi. Puis la deuxième chose, c'est que effectivement, ça dépend beaucoup d'où viennent les personnes, dans le cas de la minorité visible, d'où viennent les immigrants. Et vous allez voir dans les fiches, on a aussi des beaux camemberts qui vous expliquent d'où viennent les personnes dans chacune des régions, quelles sont leurs origines. C'est même une question qui s'en vient d'ailleurs. Fait que on va pouvoir en retravailler. Puis justement, là, on l'a en comparatif avec les autres régions. Là, donc, effectivement, là, au niveau de la capitale nationale, là, on est à 4,89%, puis 1,6% pour l'identité autochtone. Et au niveau de l'appartenance religieuse, oui, vas-y, Sylvain. Non, là aussi, je voulais dire, vous voyez que ça se compare très bien avec l'Estrie, donc les liens entre ces régions-là, alors que les autres régions, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que donc l'Estrie, capitale nationale, la Naudière, on la considère comme une région limitrophe, donc collée à la métropole, mais en dehors de la métropole, et c'est donc là que vous allez voir un peu plus de minorités visibles, des gens qui ont immigré dans la métropole, mais qui sont allés un peu autour, alors que justement dans les régions un peu plus éloignées, vous allez voir, donc centre du Québec, c'est pas si éloigné, mais il n'y a pas de grands centres au milieu, puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on va voir effectivement beaucoup moins de minorités visibles. Encore une fois, pour la question de l'identité autochtone, c'est beaucoup plus historique. Alors là, pour bien identifier les différences entre les régions, il faut aller plus dans la réflexion de comment en fait les Premières Nations étaient, les premiers peuples étaient organisés sur les territoires. Parfait. Et si on passe à la prochaine question, donc on tombe avec Cassandra, si tu peux changer la diapositive. Donc, la catégorie du processus migratoire et de l'inclusion au travail. Pourquoi on vous présente cette diapo-là? C'est sûr que ça ne touche pas directement les élèves qui sont dans vos classes, mais ça touche leurs parents, donc leur réalité aussi. Donc, c'est important d'avoir une idée aussi du contexte dans lequel les élèves grandissent, puis la réalité
de leurs parents. Donc, quelle est la catégorie d'immigration qui est la plus représentée dans la capitale nationale? Donc, réfugiés, immigration économique, regroupement familial ou autre. Ensuite, on a une mise en situation. Donc, Mamadou et Maxime Olivier ont complété leurs études ensemble et ont tous deux envoyé leur CV à différentes entreprises. À CV égal, combien d'appels à une entrevue recevront-ils respectivement? Donc, est-ce qu'ils auront le même nombre d'appels à l'entrevue? Est-ce que Maxime Olivier et, en fait, Mamadou aura envoyé 3 fois plus de CV pour recevoir le même nombre d'appels? Ou encore 2 fois plus de CV pour le nombre d'appels à la réponse C, ou 5 fois plus de CV pour recevoir le même nombre d'appels que Maxime. Et Maxime Olivier, pardon, puis j'ai oublié la dernière question. Donc, le taux de chômage au Québec en 2017 tournait autour de 5,5 %. En comparaison, quel était le pourcentage de chômage moyen, le pourcentage moyen de chômage, pardon, chez les personnes immigrantes? Donc, sensiblement le même, 4,5 %, donc soit une personne sur 22, plus élevé, donc 14 %, une personne sur 7, ou encore, beaucoup plus élevé, donc 25 %, soit une personne sur 5, donc une personne immigrante sur 5. Donc, on se laisse quelques minutes ici aussi. Même pas quelques minutes. Encore une fois, je dis minutes, mais c'est secondes, c'est pas vrai. Donc, on est à 50 % environ. Encore 15 secondes pour donner votre réponse. On va essayer de monter à 70. Ce n'est pas une question de recevoir le chômage, mais être en situation de chômage. Ce n'est pas de recevoir de l'aide sociale. C'est donc d'être en situation de chômage en attente d'un emploi. Donc, on est à 70 %. On va pouvoir arrêter et partager. Donc, pour la première question, la catégorie d'immigration la plus représentée dans la capitale nationale, félicitations, 80 % d'entre vous qui ont répondu l'immigration économique. Effectivement, la majorité... pas là. Oh, on va, end et share les résultats. Et on va passer à la prochaine diapositive. Donc, on a 82 % d'entre vous qui ont dit effectivement que c'était l'immigration économique. Félicitations. Donc, on était à ce niveau-là. Ensuite, pour les mises en situation, je vais donner les 3 réponses. Puis après ça, Sylvain, si tu veux faire un commentaire plus général sur les 3. Ça marche. Pour la mise en situation, donc, il y a quand même presque la moitié d'entre vous qui ont répondu effectivement que Mamadou devait déposer 3 fois plus de CV que Maxime Olivier, donc qui doit envoyer 9 CV pour recevoir le même nombre d'appels. Et ensuite, le taux de chômage au Québec en 2017, donc effectivement, le taux de chômage pour les personnes immigrantes était plus élevé, donc il était autour de 14 %, donc environ une personne sur 7. Donc, vas-y, Sylvain. Donc, en fait, pour la question de l'immigration économique, en fait, donc vous avez bien répondu. La plupart des gens dans la capitale nationale viennent dans cette catégorie-là. Il y a d'autres régions qui reçoivent davantage de réfugiés. Et donc, on va voir à ce moment-là ça va jouer sur d'autres enjeux ou d'autres conséquences sur les milieux scolaires, notamment quand on vient dans les contextes d'immigration économique, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent on va déjà avoir le français ou un diplôme qui nous permet de travailler et de bien gagner sa vie au Québec. Et donc, c'est un élément facilitateur, évidemment. On peut passer à la diapo suivante. Vous allez voir que si on compare donc dans nos régions, vous pouvez à nouveau voir que la capitale nationale ressemble cette fois-ci un peu moins à l'Estrie et plus à Lanaudière, donc qui est, comme j'ai dit, une région limitrophe, parce que justement, en Estrie, on a davantage l'accueil des réfugiés, ce qu'on a moins à Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça change beaucoup avec les années. Par exemple, maintenant, on commence à envoyer davantage de réfugiés à Rimouski, qui est devenue une ville d'accueil. Donc, ça va changer les statistiques dans les prochaines années à ce moment-là. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On peut passer à l'autre diapo.
par rapport au CV, puis en fait, on peut dire par rapport au CV, puis par rapport au chômage, Elise vous a dit, c'était quoi la bonne réponse? Évidemment que les élèves dans nos écoles sont aussi influencés par la situation de leurs parents et évidemment que la situation de leurs parents est influencée par le fait qu'eux-mêmes sont immigrants. On le sait, ce sont des recherches qu'on fait au Québec depuis des années. On voit systématiquement que le fait d'être d'origine immigrante, c'est-à-dire avec un nom, des connaissances liées à l'immigration, on va être moins bien accueillis dans nos CV. Donc, à CV égal, sans même savoir c'est qui la personne, ben, on va être moins bien accueillis un petit peu. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait travailler, mais on voulait vous sensibiliser au fait que les enfants vivent dans cette ambiance-là aussi à la maison. Puis peut-être pour les la prochaine diapo sur le chômage, les taux de chômage, c'est que du coup, effectivement, on voit un taux de chômage beaucoup plus élevé que les taux de chômage de la population en général. Vous me direz, c'est normal, c'est les gens qui arrivent, c'est le temps de trouver un travail. Mais je vous rappelle qu'à la capitale nationale, la majorité sont des immigrants économiques, donc avec un diplôme recherché au Québec. Donc, en fait, ils sont déjà choisis parce qu'ils peuvent contribuer à la société québécoise. Et pourtant, c'est un peu difficile de rentrer dans le monde du travail au Québec. Donc, ce sont des choses à prendre en considération quand on travaille avec cette population. Merci. Ensuite, on passe donc vraiment spécifiquement au milieu scolaire. Donc, dans la capitale nationale, quel est le pourcentage d'élèves issus de l'immigration parmi les élèves de la capitale? Donc là, on parle d'élèves issus de l'immigration, comme l'a mentionné tout à l'heure Sivan, donc soit de première ou de deuxième génération. On a donc soit 5 un élève sur 20, 30 un élève sur 3, 10 un élève sur 10 ou 16 un élève sur 6. Ensuite, parmi les 177 écoles de la région de la capitale nationale, combien accueillaient des élèves issus de l'immigration en 2016-2017? Et la dernière, outre le français, quelle est la langue maternelle la plus parlée par les élèves de la capitale nationale? Donc, encore une fois, on vous laisse y répondre. Je dirais qu'il y en a qui ont lu nos courriels et qui ont écouté les capsules. Mm-hmm. Donc, on est à 30 %. Allez, on répond. On se laisse encore quelques petites secondes. J'aimerais au moins monter à 50 % sur celle-là. C'est vrai que les gens se sont déjeunés, puis là, ça a commencé à s'égaliser un petit peu. Donc, on est rendu à 60 % de réponses. Je me laisse encore 30 secondes. Ah, 65, ça me plaît comme réponse, comme pourcentage de réponse. Donc, on arrive avec le pourcentage d'élèves issus de l'immigration. La majorité d'entre vous ont répondu effectivement à 16 %, donc un élève sur 6. C'est effectivement la bonne réponse. Ensuite, pour la question des 177 écoles, combien d'écoles accueillaient des élèves issus de l'immigration? Bien, on est à 175 écoles. Mais ça, c'est bien, Elise, peut-être qu'on regarde les chiffres. Qu'on les regarde une par fois. Ce sera un peu mêlant. Pour les élèves issus de l'immigration, donc 16,5 %, donc ça veut dire qu'ils sont, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, sur le territoire au complet de la capitale nationale, c'est le nombre d'élèves issus, en fait, les pourcentages d'élèves issus de l'immigration, d'élèves qui sont issus de l'immigration dans la population générale. Ah, je suis arrivée. Tu peux passer à l'autre. Et donc, vous voyez encore une fois dans la comparaison comment la capitale nationale se présente dans l'ensemble des régions, mais vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on va voir à Estrie, à Lanaudière. Hein? Donc, vous voyez, alors qu'il y en a évidemment un moins à Saguenay-Lac-Saint-Jean ou au centre du Québec. Et je précise, élèves issus de l'immigration, donc quand on dit première, donc
génération sont nés à l'extérieur du Québec. Deuxième génération, les enfants de ceux qui sont nés à l'extérieur du Québec. Et troisième génération et plus, c'est parce qu'on considère que, en fait, à partir de nos données, hein, qu'il n'y a plus aucun effet de l'immigration, de l'effet migratoire sur les élèves quand ils sont des troisième génération et plus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore une diversité ethnoculturelle ou religieuse ou même linguistique, mais ça veut dire que dans le niveau de la réussite scolaire, on ne voit plus d'effets notables et donc on ne les considère pas de la même façon dans nos statistiques. Puis on ne peut pas suivre aussi de la même façon parce qu'on ne sait pas pour le compare. Ensuite, la question dans les écoles, et c'est là où c'est intéressant de voir, hein, on a dit il y a 177 écoles dans la capitale nationale, puis de ces écoles-là, 175 accueillent des élèves issus de l'immigration. Ça se peut que c'est 1, 2, 3, 4 élèves issus de l'immigration, mais ça veut dire qu'il y a des élèves issus de l'immigration dans ces écoles-là. Puis pour nous, dès qu'il y a des élèves issus de l'immigration, ça veut dire que c'est quelque chose qui va venir un petit peu peut-être pas perturber, mais en tout cas titiller le milieu. Puis ça veut dire aussi pour nous qu'il faut y réfléchir. Et c'est quand même intéressant de voir que c'est presque la quasi-totalité de toutes les écoles, donc jusqu'à Charlevoix et jusqu'à Portneuf quand même, c'est large comme territoire. Vas-y, tu peux. Et la langue la plus parlée, donc l'espagnol dans la capitale nationale, la langue maternelle. Vous aviez bien répondu à ça aussi, à 44 la langue maternelle, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, encore une fois, on a tendance à faire des liens entre des choses qu'on sait sur l'immigration puis les langues maternelles, mais très souvent, comme j'ai dit, on peut être de deuxième, troisième génération et avoir quand même des langues maternelles différentes que les Français à la maison. Langue maternelle étant donc la langue, on dit langue maternelle, mais en fait, c'est la langue parlée à la maison, la plus parlée à la maison finalement. Si on passe à la prochaine, on est à la comparaison justement là, avec les autres régions. C'est ça. Donc, vous voyez que quand même dans plusieurs régions, c'est pas si étonnant que ça, mais dans plusieurs régions, donc c'est l'espagnol, l'arabe, l'anglais, qui sont donc les deuxième, troisième, quatrième langues, pas la première, après le français. Il y a donc Saguenay-Lac-Saint-Jean où on va avoir la langue atikamekw parce qu'il y a deux communautés atikamekw qui se retrouvent sur cette région-là. Et ce sont des communautés qui parlent encore, d'ailleurs, ça fait partie des nations qui parlaient plus leur langue encore, que la langue est vraiment très vivante encore chez les Atikamekw. Et pour l'autre question que je n'avais pas eu le temps de poser, mais auquel les gens ont déjà répondu, c'est correct, tu peux y aller, Cassandra, à la bonne diapositive. Voilà. Donc, de quelle région géographique provient le plus d'élèves issus de l'immigration première et deuxième génération confondus sur le territoire de la capitale nationale? Parmi vos réponses, vous aviez mis l'Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie. Et la réponse, en fait, c'est sur la prochaine diapositive. C'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud et du Nord. Donc, Belgique, Allemagne, France, Bosnie, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Irlande. Puis là, c'est intéressant hein, parce qu'encore une fois, je l'ai donné des indices à la capitale nationale, donc c'est Québec, c'est l'Université Laval, beaucoup. C'est beaucoup d'immigrants économiques. Donc là, vous comprenez que souvent, ce sont des gens qui ne sont pas donc des réfugiés. Donc, c'est intéressant de réfléchir sur comment on comprend on imagine ça, mais souvent on va avoir tendance à focaliser sur la diversité visible, avouons-le. Donc, ce qu'on voit, on pense qu'il y en a plus, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y avait une petite question sur les langues dont la commission scolaire en centre de service de découvrir. Dans les fiches, vous pouvez voir la diversité dans les écoles. Donc, vous allez pouvoir reconnaître vos écoles et vos centres de services, mais pas forcément toutes les langues de chaque centre de service. Donc, encore une fois, donc, la comparaison des nombres d'élèves issus d'immigration dans les régions. Et là, vous voyez la différence. Hein? Capitale nationale et Estrie, encore une fois, presque égales. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les élèves issus d'immigration, les familles immigrantes qui restent dans la région et qui ont des enfants de deuxième génération qui sont nés ici,
est plus grande que, par exemple, à la Naudière, on va avoir une situation où c'est souvent des personnes, comme j'ai dit, qui probablement sont arrivées d'abord à Montréal, puis se sont éloignées un peu de la métropole pour s'acheter une maison, probablement. Et à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus d'élèves issus de l'immigration de deuxième génération dans les écoles, puisque c'est des jeunes qui sont nés déjà au Québec. Voilà. Et donc, pour notre dernière catégorie, dans les centres de services scolaires, donc vraiment là, aussi qui touchent directement les intervenants aussi qui sont là aujourd'hui. Donc, parmi les centres de services scolaires de la région administrative de la capitale nationale, lequel reçoit la plus grande part des élèves issus de l'immigration? Donc, la distribution des élèves issus de l'immigration, le pourcentage de toute la région. Donc, est-ce que c'est le CSS des découvreurs, de la capitale, des premières seigneuries, de Portneuf ou de Charlevoix? Et la deuxième question, donc, parmi les mêmes centres de services, lequel présente la plus forte concentration d'élèves? Donc, on parle de concentration quand on parle de pourcentage des élèves issus d'immigration au sein de la population des élèves. Donc, la première question, c'est sur l'ensemble des élèves issus d'immigration de la région, qui en reçoit la plus grande part. Et la deuxième question, c'est dans les élèves, dans la population générale d'élèves, qui reçoit le pourcentage de la concentration la plus élevée. Donc, on est à 68, presque 70 %. C'est assez serré sur la deuxième question, surtout. Donc, la première question, effectivement, donc parmi les centres de services scolaires, c'est effectivement le centre de services de la capitale qui reçoit la plus grande part d'élèves issus de l'immigration. Donc, le centre de la capitale reçoit 32,69 % de tous les élèves de la région. Ensuite, on vient avec le centre de services des premières seigneuries, où on est à 22 %. Et ensuite, le centre de services scolaires des découvreurs à 21 %. Donc, sur le 100 % des élèves issus de l'immigration dans la région, c'est comme ça qu'ils se distribuent. Mais si on... Sivan, est-ce que tu veux oui, nous le commenter? Oui, alors la différence, et là, c'est intéressant parce que, encore une fois, on s'est dit, capitale nationale, Québec, la commission scolaire de la capitale, le centre de services de la capitale est au centre. Donc, est-ce qu'on va avoir plus d'immigrants? Mais là, encore une fois, on voit souvent que ce n'est pas le cas parce qu'en fait, les personnes migrantes, les familles migrantes vont aller un peu en dehors du centre, justement, pour pouvoir bien s'installer. Donc, dans le coin des Sainte-Foy, par exemple, on va avoir beaucoup de personnes, des familles immigrantes. Comme ceux qui travaillent là doivent le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez voir la différence entre la distribution et la concentration, c'est-à-dire que il y a dans la capitale nationale des façons générales. Est-ce qu'on avait un diapo pour ça, Élise? On a une diapo avec les écoles en pourcentage Oui, c'est ça. après. Donc, on peut regarder de façon générale dans les centres de services un peu comment ça s'organise, qui reçoit un certain nombre de la part à partir de l'ensemble des 100 % d'élèves issus d'immigration, comment ça se distribue entre les centres de services scolaires. Mais c'est intéressant de voir que dans la concentration qu'on va avoir dans les écoles, ça va avoir un effet un peu différent parce qu'on peut avoir un peu moins d'élèves issus de l'immigration dans notre centre de services scolaires, mais dans les faits, dans les écoles, parce que c'est un quartier qui accueille davantage des familles immigrantes, on va avoir une concentration plus grande. Donc, vous voyez, par exemple, que dans les écoles secondaires, l'école secondaire Vanier, par exemple, qui est dans la commission centre de services de la capitale, va avoir une concentration un peu plus grande que des Rochebelles, qui est à Sainte-Foy, alors que Joseph-François Perrault, encore une fois, centre-ville, ben là, un peu moins. Mais parce qu'en fait, il y a des enjeux des quartiers de où on vit et donc la concentration, elle change et elle va jouer beaucoup. Vous vous rendez compte que dans vos classes, après, ça fait toute une différence entre avoir 3, 4, 5 élèves issus de l'immigration ou tout à coup se retrouver avec une classe où on a plus que la moitié des élèves issus de l'immigration. On les voit quand même, cette différence-là. Donc, des fois, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on vit une certaine réalité dans notre école, puis ce n'est pas forcément dans la même distribution qu'on va avoir dans les centres de services en général.
Donc, merci d'avoir participé à à notre petit sondage. Donc, c'est ça, l'objectif de ça, c'était vraiment de vous faire prendre justement conscience de cette diversité-là qui se trouve dans votre milieu, puis même d'aller justement un peu confronter les perceptions que vous pouviez avoir. Des fois, on pense que la capitale nationale est une région très homogène au niveau de sa composition et pourtant, on voit avec toutes ces données-là que c'est très diversifié. Puis, c'est correct, Cassandra, tu peux laisser le partage d'écran, en fait, parce que le lien avec tout ça, c'est justement qu'est-ce qu'on fait avec cette diversité-là maintenant qu'elle se trouve dans nos classes. Sivan, je te laisse continuer avec ça. Alors là, en fait, on a réfléchi, en fait, on vous présente deux aspects de qu'est-ce qu'on fait avec cela. Premièrement, vous savez qu'il y a un nouveau référentiel qui arrive dans les écoles et dans la formation initiale. Puis dans ce nouveau référentiel, on va voir la question de la diversité, de comment prendre en compte la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans deux compétences principalement. En fait, c'est les deux compétences où c'est nommé vraiment de façon explicite. Donc, la compétence 3, où on doit planifier les situations d'enseignement et d'apprentissage. Puis là, on va vraiment dire qu'on doit prendre en compte ces diversités. Vous voyez à la fin du paragraphe, vraiment diversité de genre, ethnique, socio-économique, culturelle, religieuse, linguistique, tout cela. Autrement dit, on vous invite à y réfléchir dans votre planification, puis aussi dans l'agir éthique, donc la compétence qui est maintenant 13. Et là, encore une fois, on les nomme très clairement qu'on doit agir, on se doit d'agir de façon éthique en considérant toutes ces formes de diversité, d'ailleurs, qui sont mentionnées dans l'article 10 de la Charte des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, si tu passes à la... Ouais, merci. En fait, la façon qu'on présente ça souvent, puis vous l'avez déjà vu probablement aussi dans la capsule avec Corinna, c'est que nous, on s'attache à ce qu'on appelle l'éducation interculturelle et inclusive, ou inclusive et interculturelle, qui pour nous a deux finalités très distinctes, mais en même temps qui travaillent ensemble. La première finalité, c'est la finalité de l'équité, c'est-à-dire qu'on va vouloir adopter des pratiques d'équité qui tiennent compte des expériences et des réalités ethnoculturelles, religieuses, linguistiques et migratoires des apprenants, donc particulièrement, on dit, des élèves issus de groupes minorisés. Vous voyez le lien directement avec votre planif, comment vous organisez votre cours de façon à penser à tout cela et donc d'agir de façon, d'adopter des pratiques d'enseignement qui sont équitables. Et ça veut dire aussi, c'est souvent des liens avec des personnes, des élèves immigrants, donc qui arrivent avec plus de difficultés des fois avec le français, etc. Donc, comment on peut agir dans ce contexte-là, mais c'est aussi en lien avec le curriculum en général, quels sont les contenus qu'on aborde, comment on aborde les différents contenus. D'un autre côté, on a la deuxième finalité qui est la finalité de vivre ensemble. À ce moment-là, on ne va pas juste penser aux élèves issus de l'immigration, mais on va penser à notre classe de façon générale, à notre société québécoise de façon générale, et on va se dire, nous, à l'école, on veut préparer tous les apprenants à mieux vivre ensemble dans une société qui est pluraliste. Une des choses qu'on peut voir à travers ces 17 fiches, c'est que peu importe où on est au Québec, il y a une forme de diversité, mais aussi, même si ce n'est pas, par exemple, en Saguenay, en Gaspésie, il va y avoir davantage d'une diversité ancienne liée notamment à la présence des premiers peuples, par exemple. Il reste que tous ces gens-là vont vivre dans une société québécoise qui a une diversité de toutes les sortes. Donc, qu'à Montréal, c'est plus des immigrants et qu'à Saguenay, c'est plus des Atikamekw. Il reste que ce sont des formes de diversité que tout le monde doit connaître et qu'on ne peut pas continuer à se dire, ben, à Montréal, on doit juste parler de l'immigration, puis à Saguenay, on doit juste prendre en compte la présence des peuples autochtones. Donc, c'est ça l'idée, de préparer tous les apprenants à mieux vivre ensemble. Et à ce moment-là, toutes nos pratiques, toute la façon d'enseigner doit être quand même avec cette réflexion-là, avec toutes les autres réflexions que vous devez avoir, je le sais, c'est beaucoup, mais d'en agir, et c'est là où on peut faire les liens avec l'agir éthique aussi, donc la planif et l'agir éthique, comment on veut être, comment on veut se positionner dans une classe en connaissant toute cette diversité-là de la société. Et c'est ça, les deux sont intrinsèquement liés, de mettre des pratiques d'équité. Il y a des pratiques qu'on met en place
qu'on veut viser spécifiquement les élèves de la diversité ethnoculturelle, religieuse, linguistique, mais qui, en fait, vont bénéficier à plusieurs autres élèves. Ça ne sera pas uniquement pour ces élèves-là que ça va être bénéfique d'avoir ce genre de pratique-là. Ça va être bon pour les élèves qui vont avoir des troubles d'attention, qui vont être des difficultés d'apprentissage. Donc, le fait de mettre en place ces pratiques-là vont bénéficier à plusieurs, puis d'utiliser la finalité de vivre ensemble, donc de mettre tout le monde au courant que ces pratiques-là viennent accompagner puis aider l'ensemble des élèves, mais ça vient vraiment faire voyons, ça vient vraiment compléter, les deux viennent se compléter, ils sont intrinsèquement liés, puis viennent vraiment compléter le concept d'éducation inclusive et interculturelle. J'ai vu dans le clavardage une question, là, une main levée de la part de M. Ouellette. Si vous vouliez la mettre dans le clavardage, s'il vous plaît, puis on va pouvoir y répondre, là, parce qu'on ne peut pas activer les micros, malheureusement. Donc, Sivan, comment on fait ça? Donc, dans les comment, en fait, nous, dans notre travail, à la fois au les dire, puis le travail qu'on va aussi vous présenter cet après-midi avec Sabrina Moisin, c'est justement dans notre réflexion tout le temps de comment présenter les contenus scolaires, donc le curriculum, en prenant compte de la diversité. Donc, par exemple, en ajoutant des multiples perspectives de toute cette diversité-là, de bien comprendre. Je pense que si on passe d'ailleurs à parce que là, c'était juste pour dire, c'est ça que je veux dire, merci. Moi, je ne sais plus. En tout cas, c'est 20, c'est pas grave. Donc, on peut le faire dans toutes les disciplines, c'est ça qu'on voulait dire avant. Puis, on peut le faire à travers différentes adaptations du curriculum de nos pratiques. Mais on reconnaît aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a énormément de défis liés à cela. La première chose, probablement, c'est que vous avez un peu vécu ce matin avec les sondages, c'est qu'il faut bien connaître la diversité. Hein? On doit avoir les bons mots, les bons termes. De quoi on parle? Hein? Il y avait plusieurs questions très pertinentes d'ailleurs. Non, mais est-ce qu'on parle ici de juste ceux qui viennent d'arriver ou aussi de leur famille? Ou qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des minorités visibles? Ou quelqu'un a écrit, parlait de racisme systémique, etc. Tous ces mots-là, on doit les connaître, on doit être capable de les identifier dans notre milieu pour bien comprendre les enjeux de notre milieu. La deuxième chose, c'est de reconnaître la diversité au sein de la diversité parce que cette diversité-là n'est pas évidemment monolithique. Hein. On va parler on a tendance à parler, je ne sais pas, de la communauté musulmane, de la communauté juive, des premiers peuples. Mais il y a une énorme diversité au sein de ces catégories qu'on se donne pour nommer l'autre. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai que c'est ça la réalité. Donc, on doit être capable de faire beaucoup plus de nuances, d'aller chercher beaucoup plus la complexité de la société dans laquelle on vit, ce qui est aussi un défi important. Puis enfin, c'est ça ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, donc tenir compte de différentes perspectives, c'est que puisqu'on reconnaît cette diversité, on connaît la diversité, on reconnaît qu'il y a une diversité au sein de la diversité, mais c'est évident que quand on va venir présenter différents thèmes en classe, ce sera intéressant de ne pas penser qu'il y a juste une seule perspective à la question. Donc, aller chercher les différentes perspectives qu'on peut avoir en lien avec les différents contenus. Puis, on va vous montrer un exemple cet après-midi en lien avec l'enseignement sur le génocide. Mais il y a d'ailleurs d'autres outils qu'on a préparés avec Sabrina Moisin sur, par exemple, l'histoire des Noirs, sur l'histoire de la communauté juive, sur l'histoire des communautés arabes et musulmanes. Et là, même là, par exemple, on fait très attention à ne pas dire arabo-musulmane, puisqu'il y a les Arabes ne sont pas toujours musulmans et les musulmans ne sont pas toujours arabes. Donc, avoir toutes ces nuances-là quand on vient enseigner à l'école devient très important considérant tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a... Puis allez vite, hein? C'est correct. On a plusieurs questions, en fait, dans le clavardage. Donc, deux sur le comment, en fait, beaucoup là, sur quelqu'un qui s'interroge sur les exemples de pratiques inclusives que les acteurs peuvent mettre en place.
aussi en milieu scolaire, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport au vivre ensemble quand il y a des programmes spécifiques, des programmes qui vont demander une sélection, puis les classes régulières. Puis aussi, comment est-ce qu'on adapte le langage pour ne pas froisser certaines cultures. Cette dernière question-là de M. Paris, je pense que je vais la garder parce que tout à l'heure dans le panel, c'est un des éléments qu'on va aborder. Fait qu'on va y revenir. Mais pour la question des exemples de pratiques exclusives, pas exclusives, hein, Justement pas exclusives. Justement pas exclusives. Quel genre de pratiques est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, Anne, là, je dirais deux choses par rapport aux pratiques. Dans nos fiches, une des pages que vous allez retrouver à chaque fois, ce sont des initiatives du milieu qui peuvent vous inspirer, justement des initiatives inclusives de comment on peut travailler. Donc, quand on a ramassé, en fait, on a appelé les services scolaires, puis on a dit, les centres de services scolaires, on dit, comment on peut, qu'est-ce que vous faites, vous, dans le cadre de l'éducation interculturelle et inclusive. Puis, on a donné des exemples justement pour vous inspirer dans vos milieux à vous. Mais il y a énormément d'exemples qu'on peut faire. Un exemple qui est moins intéressant, mais que tout le monde le fait, donc je me permets de le nommer, c'est l'histoire des semaines interculturelles où on va inviter tout le monde à cuisiner, par exemple. C'est génial, c'est amical, c'est de la bonne ambiance, mais ça ne va pas amener beaucoup plus de compréhension de la diversité dans nos milieux. C'est plus anecdotique à ce moment-là. Alors que dans une pratique, dans une classe, on peut décider, par exemple, de présenter des œuvres littéraires qui viennent de différentes origines, avec les contextes différents. On peut amener une réflexion plus plurilinguiste dans le français, par exemple. Si on a plusieurs élèves issus de l'immigration, on peut très bien travailler des enjeux de la langue en les amenant, en les invitant à réfléchir sur la structure de leur langue maternelle et comment ils peuvent comparer les langues. Donc, il y a quand même des pratiques très accessibles selon votre discipline. Il y a aussi beaucoup d'outils qui sont accessibles, que vous pouvez aller voir et que d'ailleurs, Élise va vous présenter après. Puis, si vous voulez m'écrire après, puis dans votre domaine, je pourrais vous envoyer des outils comme ça. Donc, nous, en histoire, on a fait des outils sur comment intégrer, avoir des pratiques plus inclusives dans la présentation des thèmes en histoire. Et Elodile, qui a fait des trucs en français, etc. J'essaie de répondre vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça reste ouvert, je sais, mais je vous invite à m'écrire au besoin ou à Élise. Pour la question de Richard Tétu, qui est une très bonne question et très complexe, je pense que il y a un réel problème systémique. C'est là où on doit parler de la question systémique aussi de nos écoles. Qui a accès à nos programmes d'élite, comme il les nomme ici? Qui a accès à ces programmes-là? Est-ce que les élèves issus d'immigration ont vraiment le même accès à ces programmes que les élèves, ce qu'on appelle de troisième génération et plus? Les statistiques nous disent clairement que non. Donc, effectivement, il y a un effet d'exclusion. Et ça c'est intéressant parce que des fois, on n'agit pas de manière à vouloir être dans l'exclusion. On n'a pas pris une pratique d'exclusion et pourtant, notre pratique a un effet d'exclusion. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment réfléchir. Malheureusement, on n'est pas rendu, mais je suis tout à fait d'accord avec Richard que c'est un problème majeur dans nos milieux. Merci beaucoup, Sylvane. Donc, il y a encore beaucoup de questions là, qui vont se poser, puis probablement que l'activité de discussion, en fait, de panel tout à l'heure va aussi en créer certainement d'autres énormément. Donc, on est quand même, on a plusieurs pistes de réflexion. L'objectif, ce n'est pas forcément aujourd'hui d'amener des réponses. Il n'y a pas de réponse unique, claire, complète, qui va s'appliquer à tous les milieux unilatéralement là, dans les échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est de vous amener à réfléchir sur cette posture-là, puis sur les outils que vous pouvez, les pratiques que vous avez déjà en place qui peuvent aider, les pratiques que des fois, OK, moi, je n'avais pas vu ça comme ça, je vais pouvoir la remettre un peu
en perspective. Donc, c'est ça l'objectif là, de nos échanges aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Sylvane, pour cette première partie de notre rencontre. Donc, on te garde pas loin parce que tu vas être là avec nous toute la journée aujourd'hui. Mais donc, on pourra avoir la chance de... Exactement, puis on pourra avoir la chance de te réentendre un peu plus tard.